Bonjour, c'est Rémi d'École à la maison. Je réponds à votre commentaire. Merci pour lui, je vous réponds en vidéo. Alors, ce que vous dites là dans un premier temps, depuis que ma fille est née, je n'ai jamais été chaud à l'idée, etc. Et puis, vous avez été confronté à une école qui a un très bon marketing. Ferme à l'école, petite classe, méthode humanisée, formidable. Mais au fil des mois, je me rendais compte, d'après ce que ma fille m'a raconté, que la ferme n'avait visité que 3 fois sur 4 ans. Et voilà. Et ça, c'est très courant dans toutes ces écoles qui affichent tant de belles options, des super labos dans lesquels les enfants n'iront jamais. Par exemple, ça, on nous en parle très souvent. On fait visiter ça aux parents et les enfants n'y vont pas. Ah oui, parce qu'on ne veut pas que les enfants y touchent, ça coûte trop cher, vous comprenez. Et c'est une tromperie, évidemment. Les effectifs des élèves par classe ne cessaient d'augmenter année après année, sans parler du niveau des instituts, surtout en langue catastrophique. Les dépenses qui allaient en augmentant et des valeurs qui allaient décidément à l'encontre des miennes, des horaires obligatoires, ma fille rentrait de l'école épuisée après 8 heures dans une atmosphère bruyante, surchauffée, ultra contrôlée. Horrible, horrible. Oui, ultra contrôlée de plus en plus, oui. Et n'avait plus d'énergie pour faire d'autres apprentissages. Puis un jour, avec la directrice, je mentionne Montessori. Et la directrice roule des yeux, me dit Montessori, madame, c'est dépassé. Bref, j'en passe de mauvaises surprises. Oui, bah, les gens qui parlent comme ça montrent qu'ils ne sont pas compétents, parce qu'une chose qui est bonne sera toujours bonne, éternellement bonne. Des fausses écoles Montessori aussi, hélas, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'écoles Montessori qui ne valent rien, mais rien, et qui sont le contraire de ce qu'elles annoncent. Alors il faut avoir beaucoup de discernement et se servir des bonnes choses à bon escient. C'est toujours pareil. Et oui, mauvaise surprise. En réalité, ce que je recherche pour mon enfant, c'est une vie équilibrée dans laquelle elle puisse vivre des expériences concrètes, inoubliables, comme observer le fond marin, rencontrer des insectes, traire une vache, faire de la musique, pour de vrai, de la couture, etc. Et cela, vous savez, ça n'est possible que si c'est vous qui vous chargez de faire les choses. C'est toujours pareil. Si vous voulez vraiment quelque chose, c'est par vous que ça passera. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, dit le dicton. Et c'est une évidence. Mon souci, c'est que j'ai peur de ne pas accorder moi-même assez d'importance à l'académique. Même si dans le fond, je crois fort que l'apprentissage abstrait va de pair avec le concret, oui, oui. Et ça, nous le disons comme vous. J'ai un bébé qui fait beaucoup de bruit, je suis désolé. L'apprentissage abstrait va de pair avec le concret, oui, nous en parlons. Nous en parlons, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Nous pensons que les vrais apprentissages les plus importants de la vie sont ceux qu'on apprend de manière très concrète. Le reste est utile, bien sûr. Il faut savoir écrire, compter, il faut savoir un petit peu d'histoire, même si on ne l'a pas pratiqué, puisqu'on n'a pas connu l'époque dont on parle, c'est évident. Il faut avoir de la culture, mais le plus important, c'est quand même ceci. Cela dit, il faut donc savoir un certain nombre de choses qui relèvent de la culture et de la connaissance des événements généraux, de façon à ne pas refaire les mêmes erreurs, ou de s'inspirer des bonnes choses qui se sont produites pour aller vers de nouveaux bons horizons. Et donc, ça passe par des apprentissages dits académiques. Ce qu'ils sont. Et c'est pas du tout impossible de les enseigner. La théorie n'est pas forcément une chose imbuvable. C'est comme de lire un livre. Lire un livre, c'est jamais que de la théorie. Même si on tient un livre, c'est essentiellement un travail théorique. Un livre peut être passionnant. Donc il s'agit d'être passionnant, et on va vous montrer comment on peut au moins essayer de l'être, et l'être suffisamment en tout cas pour que l'enfant aime apprendre. Je crains de me laisser entraîner par ce que la vie propose, randonnée, spectacles, exploration aquatique et autres activités passionnantes, et d'en mettre toujours à plus tard le moment étude. On va le faire ensemble. Et de toute façon, vous ne pouvez pas toujours, ne serait-ce que pour une question de délai et de budget, vous ne pourrez pas tout le temps être sur la route dehors, surtout avec ces barrages routiers qu'il y a maintenant, les masques, etc. Ce sera difficile. Et de toute façon, vous ne voudrez pas vous-même, quand vous aurez fait 5 spectacles dans la semaine, vous vous dire, bon ça va, je ne vais pas faire ça toutes les semaines non plus. Donc c'est intéressant, c'est bien, mais il ne faut pas trop s'éparpiller. Et il faudra, le cerveau humain a aussi besoin d'une certaine concentration. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le cerveau humain soit sans arrêt dans le changement et l'innovation. Hein. Il ne faut pas être dans la routine tout le temps, il ne faut pas être non plus dans le changement tout le temps. Sinon, on a un état d'esprit de zapper. Et votre enfant, au bout d'un moment, dit « Ah, c'est bien, on a fait 365 spectacles dans l'année, et maintenant je m'ennuie, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Quelque chose de plus étonnant, de plus surprenant, de plus... » Vous voyez, on est dans la surenchère, et c'est un inconvénient. Parce que dans tout cela, est-ce que tu as trouvé quelque chose qui puisse te permettre de t'épanouir ?
C'est le sujet d'un livre qui s'appelle Les tribulations d'un Chinois en Chine, écrit par Jules Verne, mis à l'écran par Verneuil, je crois, avec Belmondo. C'est le sujet de l'homme qui a tellement eu de plaisir et de richesse dans la vie qu'il s'ennuie, il s'ennuie à mourir. Et ça, il faut l'éviter. Donc, aussi bien en enseignement formel qu'en enseignement informel, parce que c'est comme ça qu'on les distingue aussi, on évite de tomber dans les pièges. Donc il faudra un peu de tout. Du changement, de la routine, du challenge, de la facilité. Des difficultés bien dosées, des délais aussi. Vous verrez que c'est important. Parce que c'est important qu'un individu, quel qu'il soit capable de faire un travail dans un délai donné. Et pas totalement reporté, s'inédier, procrastiner, etc. C'est pas bon. Il faut que l'enfant puisse, que le jeune adulte sache remettre un rapport dans un délai. Si c'est un jour, c'est un jour. Si c'est 3 jours, c'est 3 jours. Si c'est une semaine, c'est une semaine. C'est bien qu'il y ait aussi cette capacité à se discipliner soi-même et à se mettre dans... s'adapter à des règles qui nous sont proposées. Parce que notre réussite en dépend, et puis c'est très bon de renouveler aussi les choses dans la vie. Ne pas faire ce qu'on a toujours fait. Pour un enfant qui a toujours été dans l'IEF, par exemple, l'instruction en famille, donc informelle, et qui n'a jamais eu de barrière, c'est très très bien de faire de temps en temps du contrôle, des devoirs, chronométrés. Nous le faisons, nous, c'est très amusant. Et on dit, voilà, maintenant, tu vas voir, en une heure, tu vas devoir faire un travail, une rédaction, ce que vous voulez, des exercices de maths, ce que vous voulez, et tu bouges pas de ta chaise. Donc si tu as soif, si tu veux aux toilettes, tu vas avant. Voilà, c'est le challenge imposé. Ou alors, autre chose, tu dois construire ce meuble en une semaine. Vous voyez, des choses comme ça, qui sont très bonnes parce que ça permet à l'enfant de commencer à maîtriser le temps, de ne pas être débordé, de ne pas être paumé, d'avoir une conscience de l'horloge qui tourne et des rythmes au sein de ce challenge. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours à 100% à fond dans une période de challenge. On a des périodes de concentration, de travail puissant, et puis des moments de repos intellectuel aussi, de décompression, y compris durant les heures d'examen, par exemple. C'est très important, si vous avez 4 heures d'examen, de savoir, durant ces 4 heures, d'avoir des moments de déconcentration pour reprendre. Il y a des méthodes comme ça qui existent dans la tradition, chez les Touaregs, durant les périodes de très très fort ensevelissement sous le sable, périodes de tempête qui peuvent durer une semaine, eh bien les Touaregs, ils savent comment on fait pour rester éveillé en permanence, tout en ayant des périodes de sommeil courtes. Et ce travail, cette espèce de respiration face au danger ou face à l'imminence d'un risque, est un excellent exercice pour faire des hommes et des femmes qui tiennent la route, quelles que soient les circonstances. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation, une société, et je dirais, ça a très souvent été le cas quand même dans l'histoire, où il peut arriver n'importe quoi. Et il faut être prêt. Et pour être prêt, c'est un sujet très intéressant. Le sujet du guerrier toujours prêt, toujours à l'affût, l'Indien d'Amérique, c'était des guerriers qui étaient toujours prêts. Eh bien, il faut avoir une prédisposition, être capable de partir. Supposons que tout d'un coup on décrète qu'il y a un couvre-feu et que plus jamais les Français ne pourront quitter le territoire d'ici 3 semaines. Eh bien, d'ici 3 semaines, il faut être parti. Sinon, vous êtes en prison à vie. C'est le genre de choses auxquelles il faut se préparer maintenant. Ou je suis tombé sur quelqu'un dans la rue qui m'a insulté et me voilà au tribunal. Pourtant, c'est lui qui m'a insulté ou qui m'a frappé. C'est moi qui suis au tribunal. Et le juge m'a condamné et va me faire mettre en prison ou va me saisir mes enfants. Il faut être prêt à partir avant. Toute affaire cessante. Pour ne pas se retrouver dans un mauvais système. Vous voyez, donc ça c'est un apprentissage que les adultes ne doivent pas faire à contre-temps, c'est-à-dire malgré eux et bousculés par les événements. Il faut être toujours prêt. Je crois que c'est très important, et c'est en particulier le rôle du père de famille, du chef, de l'homme, ce qu'on appelle le chef de famille, traditionnellement. C'est en particulier son rôle à lui, parce que c'est plus difficile évidemment pour les mamans qui ont tout un bagage à emporter et à organiser. C'est à lui de donner au moins des avertissements suffisamment à l'avance. Et si la femme est seule, eh bien c'est à elle, hélas, d'être vigilante sur ce qui se passe quand même dans l'actualité pour être elle-même capable de prendre les mesures qui s'imposent et ne pas se laisser piéger en croyant que la société est bienveillante et que la justice est gentille et que la justice éclatera en ce monde. Voilà, alors bon, c'est une longue digression que je vous fais, mais oui, c'est pour
c'est pour vous parler de ces séquences de liberté, puis de choses plus formelles, de cours improvisés dans la nature, comme on en fait, et puis de temps en temps de magistral aussi. Les deux ensemble, c'est très très bien, ça équilibre très bien l'individu. Et donc c'était pour répondre à ceci. Et à ceci là. Je crains de me laisser entraîner par ce que la vie propose, ça donc on l'a vu. Et aussi je ne sais pas trop comment m'y prendre, je ne me considère pas comme une bonne pédagogue. Eh bien on vous en parlera et on vous montrera tout ce que nous savons, nous, et tout ce que nous avons récolté comme expérience, et tout ce que les parents qui vous précèdent ont pu faire. Et la réponse à ça, c'est qu'il faut être très pragmatique. Vous voyez, exactement comme vous diriez, je sais pas, moi je suis pas très bonne pour monter une tente dans la nature. C'est pas mon truc. Je sais pas comment on fait pour installer un campement. Ben, c'est pas grave, il y a tous les manuels du monde qui peuvent vous expliquer comment le faire. Il suffit de regarder un petit peu à l'avance, de le lire une fois ou deux, et puis sur place de le feuilleter page à page, et vous y arriverez très bien. Bien sûr que l'entraînement c'est très bon, hein, mais on peut aussi, en suivant des instructions, faire les choses de manière très, très pragmatique, encore une fois, hein, presque neutre. Et vous allez mettre en place des choses qu'on va vous proposer. On n'a pas besoin d'être hyper impliqué et hyper intéressé par ce qu'on va vous proposer. Simplement en mettant en place des techniques très sobres et simples pour l'enfant, il va faire les choses naturellement. J'aimerais bien quand même lui pourvoir un minimum. Je rêve de créer moi-même le programme. Le papa de ma fille lui est absolument pour une déscolarisation totale, sans programme. Alors ça, on en parle, c'est intéressant. Votre message, il est très très riche. On en parle. Il faut éviter, bien sûr, la scolarisation ou unschooling pour des raisons que nous exposons sur le site. Donc vous taperez unschooling ou ascolarisation en un seul mot. Nous préférons le mot latin, enfin franco-latin. Et vous allez voir pourquoi il faut l'éviter. Et notamment pour quelques-unes des raisons que je viens de vous dire. Voilà, je reviens sur cette phrase quand même, parce qu'elle mérite peut-être un plus ample développement. Moi, personnellement, je ne me considère pas comme un bon cuisinier, c'est moins qu'on puisse dire. Et je pense que si j'arrivais chez vous... Oui, ma chérie, viens. Hop là. Je pense que si je venais chez vous, eh bien, vous seriez à même de me montrer des trucs très simples, sans que je sois forcément appelé à être passionné, ni que ce soit le truc de ma vie. Et même si je ne suis pas bon, vraiment, en ce domaine, je suis sûr que vous pourrez me donner des tas de trucs très simples pour faire des choses telles qu'une salade ou un plat principal correct, vous voyez, sans que j'ai une application énorme. Et même en étant mauvais à la base. Oui. Donc il y a déjà ce que vous pouvez me transmettre, et puis ensuite vous le verrez, comme je vous l'ai dit, il y a la pratique. Et la pratique, c'est ce qui fait de vous quelqu'un qui maîtrise des choses. On peut parfaitement, quelques années, devenir un maître dans un domaine où, au départ, on est nul. J'aimerais quand même lui pourvoir un minimum. Je rêve de créer moi-même le programme. Oui, bien sûr, vous pouvez le faire parfaitement, puisqu'on a tous les outils pour ça, et vous verrez qu'on a tous les manuels et cours gratuits possibles et imaginables. Mais j'ai peur de ne pas y parvenir sans guide. Eh bien, nous sommes là pour être votre guide, et honnêtement, j'hésite à faire l'école à distance. L'idée de me faire tester me terrifie. Il n'y a aucune raison. Ça, évidemment, c'est une chose qui est très très diffusée par beaucoup de gens pour faire peur. En fait, vous n'êtes pas testé d'abord. Le contrôle, il n'y a pas de contrôle. C'est une vérification, une simple vérification que vous enseignez votre enfant. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de test. Votre enfant ne sera pas testé, vous ne serez pas testé non plus. Ce n'est pas du tout l'objet de ce qu'on appelle le contrôle académique, qui est en fait une simple visite pour vérifier qu'il y a une instruction. Et à ce moment-là, il suffit de fourbir quelques éléments qui prouvent que vous instruisez pour que l'académie soit contrainte de reconnaître qu'il y a une instruction. Elle ne peut pas le nier. Elle ne fera pas parce que ce n'est pas du tout son intérêt. Elle risque gros, je l'explique souvent, tous les jours, elle risque gros à nier que vous instruisez un enfant parce qu'à ce moment-là, il y a un préjudice très grave qui pourrait se retourner contre vous, du fait par exemple de vos enfants qui pourraient vous poursuivre à leur majorité. Et donc s'ils peuvent vous poursuivre et qu'il y a un gros préjudice contre vous, vous pouvez déjà tester en justice et dire je risque, moi, du fait de l'affirmation de l'académie, d'avoir à payer très cher plus tard l'affirmation selon laquelle je n'ai pas instruit mon enfant, et par conséquent j'anticipe et je demande dès à présent à l'État une réparation pour cette affirmation. Je lui demande qu'il me bébé faire déménagement. Je demande à ce que l'État me rétablisse dans mon honneur et me verse dès à présent 7 500 € d'amende. Et bien sûr, disent et redisent que j'instruis bel et bien mon enfant. Donc l'État ne s'amuse pas, évite, sauf quand il s'agit d'inspecteurs qui sont
incompétents et qui débarquent, qui ne connaissent pas du tout les choses, l'État, normalement, ne dira pas que vous n'instruisez pas votre enfant. Il dira des tas de choses fausses, mais qui ne nous concernent pas, qui n'ont aucune importance, mais il ne pourra pas dire, c'est très difficile de dire que vous n'instruisez pas votre enfant. Dès lors, bien sûr que vous respectez 3 points que nous indiquons sur le site, et notamment qu'il y ait quand même un minimum de programme. Non pas le programme officiel, le programme que vous voudrez, mais il faut qu'il y ait un programme, il faut qu'il y ait quelque chose quand même. Car il y a une obligation, c'est ce que nous expliquons sur le site, à faire en sorte que l'enfant sache quand même lire, écrire, compter, se situer dans l'espace et dans le temps, et est maintenant, c'est dans la loi aussi, un minimum, au minimum, un ami ou une amie, un camarade, une activité qui permettent de dire que cet enfant est sociabilisé. Voilà, à ce moment-là, vous êtes tranquille. Et il est tout à fait normal que l'État ait créé cette loi jadis, parce qu'il a considéré que l'enfant devait avoir un minimum d'instruction pour ne pas se retrouver en situation d'esclavage ou de dépendance vis-à-vis de qui que ce soit. Donc c'est cela qu'on vient vérifier, que vous avez assuré à votre enfant d'avoir le minimum, c'est tout, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucune raison d'avoir peur du test. Vous n'allez pas être terrifié du tout. Au contraire, nous avons besoin de maman et de papa qui ne soient pas terrifiés, qui soient forts, qui soient des citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Et le citoyen, rappelons-le, est un souverain dans ce pays. C'est lui qui vit ses libertés comme il l'entend, et avec des limites, bien sûr, avec des limites qui sont fixées par la loi. La loi ne fixe que des limites, mais sans être sous tutelle ou sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Il n'y a pas de compte à rendre à l'exercice de l'école à la maison. Il n'y a aucun compte à rendre. Il faut le savoir. Une fois que vous savez ça, vous êtes beaucoup plus tranquille. Vous n'allez pas à vous justifier. Absolument pas. J'ai des doutes sur tout le système. Ça, sans doute. Le bac et autres institutions que je découvre, que je trouve un peu obsolètes. Bien sûr, nous en parlons, vous irez voir le bac. Le bac n'a pour nous aucun intérêt, et encore moins la fac. Donc vous ne prendrez pas ce chemin-là, on vous donnera des pistes beaucoup plus intéressantes pour que votre enfant réussisse. Parce que la scolarité, c'est bien gentil, mais il y a après. Je rêve que ma fille soit libre de choisir qui elle veut et qu'elle veut être, et surtout qu'elle apprenne à gérer son énergie et son temps, ce que j'ai un peu de mal à faire pour moi-même. Ben voilà, très bien, un très bon challenge. Donc vous allez le lui montrer et vous allez en même temps vous-même gagner du grade dans ce domaine. Voilà Chantal, à très bientôt, merci pour ce message, au revoir.